Bastien qui demande Mazars, c'est pas un Big Four, mais tu considères ça comme un petit cabinet ou pas? Absolument pas. Euh, c'est vrai que dans le monde, Mazars est très très loin derrière les Big Four. Par contre, en France, c'est le cinquième cabinet le plus grand du pays. Du coup, c'est tout sauf un petit cabinet. Il y a deux avantages à rejoindre Mazars. Premier avantage, c'est que Mazars, contrairement au Big Four, est non sectorisé. Autrement dit, si tu rejoins Mazars à la Défense, là où dans les autres cabinets du Big Four, tu vas devoir choisir un secteur, industrie-service, grande consommation, immobilier, secteur associatif. Quand tu rejoins Mazars, t'es pas sectorisé, donc tu vas pouvoir bosser sur des entités, peu importe leur domaine d'activité. Deuxième avantage de Mazars, selon moi, c'est qu'il faut pas oublier que Mazars, c'est le seul cabinet qui est franco-français. En 1940, à Rouen, un jeune homme décide de créer son propre cabinet comptable. Le cabinet Mazars est né, porté par les valeurs fortes de son fondateur, Robert Mazars. Résistant, visionnaire, il a toujours pensé qu'intégrité, solidarité, compétence et indépendance se conjuguaient pour le meilleur. Le meilleur, c'est s'épanouir, recruter, former, grandir ensemble et faire confiance à ses collaborateurs. Évoluer en ouvrant tout d'abord un bureau à Paris en 1965, sans perdre de vue ses origines. C'est aussi donner un nouvel élan à l'entreprise en la transmettant à ses associés en 1983 et en fusionnant avec Gérard Viala en 1995. Le meilleur, c'est également gagner de nouveaux clients et s'ouvrir à l'Europe, grâce à la nouvelle génération. Avec d'autres valeurs qui s'additionnent à celles d'origine, comme la responsabilité, la diversité et la continuité. Les générations se succèdent, mais notre expérience et notre compétence perdurent et évoluent avec le même ADN. Mazars, c'est aussi et surtout un formidable développement à l'international, qui s'accélère depuis 10 ans, avec désormais 17 000 collaborateurs à travers 77 pays sur 5 continents. Aujourd'hui, c'est à nous de créer l'avenir de Mazars, de continuer cette aventure humaine reçue en héritage, parce que c'est notre histoire, notre identité, et nous en sommes fiers. Qui demande est-ce qu'il y a une différence de salaire entre un PGE post-prépa et un PGE AST? Non. En tout cas, en audit financier, il n'y aura pas de différence de salaire. En fait, PGE AST versus PGE prépa, c'est une différenciation qui n'a pas vraiment sa place si vous êtes intéressé par l'audit financier. Les recruteurs ne feront pas de différence. Par contre, je sais que pour des métiers qui sont bien plus sélectifs que l'audit, comme le conseil en stratégie, M&A, PE, VC ou autres, là, ils peuvent faire une différence entre PGE, AST et PGE prépa. Alors, prochaine question de user par rapport aux entretiens de groupe qui demande est-ce que la mise en situation, c'est pareil que l'étude de cas? Alors, en audit, les entretiens de groupe sont un peu spécifiques. Euh, Bon, déjà, je pense que ce que tu entends par étude de cas, ça peut être juste simplement euh, quand tu vas avoir un entretien, le manager, il peut de vive voix te faire une petite simulation en te disant, par exemple, si tu audites les bars, les tabacs, quel cycle, à ton avis, sera risqué? Ben là, tu peux répondre, c'est le cash, parce que bar tabac, beaucoup de paiements en espèces, donc cycle cash. Il peut y avoir des questions comme ça au cours même des entretiens. Maintenant, la phase que tu vas le plus souvent retrouver dans les grands cabinets, c'est un entretien de groupe où en fait vous allez devoir réaliser un projet ensemble. Chacun des candidats aura des intérêts qui sera différents. Par exemple, l'étude de cas, ça peut être vous avez un voyage à organiser, vous devez construire un itinéraire ensemble, sauf que chacun des candidats a une destination qui lui est propre. L'un doit aller à la plage, l'autre aimerait bien aller faire un saut en parachute, etc. Et ils vont vous demander de réussir à placer votre destination dans le cadre du voyage, sachant que forcément tout le monde ne pourra pas avoir sa destination qui lui sera accordée. Donc en fait, c'est beaucoup de diplomatie que vous allez devoir faire passer. Et le piège de l'étude de cas, en fait, c'est de se concentrer sur le résultat en se disant, OK, bah, moi, j'ai reçu ça comme objectif, donc je vais tout faire pour que ça passe. Alors qu'en réalité, ce qui va intéresser les recruteurs, c'est plus comment vous vous comportez en groupe
Est-ce que vous donnez la parole à tout le monde? Est-ce qu'au contraire, vous écrasez les autres? Est-ce que vous êtes diplomate? Est-ce que vous êtes conciliant? Est-ce que vous êtes tête butée? Est-ce que vous êtes leader? Est-ce que vous êtes organisateur? Donc, il faut vraiment la jouer un peu fine par rapport à ça. Le conseil que j'ai pour vous, c'est il faut que vous sachiez quel est votre défaut. Si vous êtes très introverti, il faut vous faire violence pour prendre la parole lors des entretiens. Si vous êtes beaucoup plus extraverti, il faut faire attention à ne pas justement couper la parole ou écraser les autres. Et dernier conseil pour vous, c'est de trouver un rôle. Par exemple, si c'est en physique, en présentiel, ils vont parfois vous mettre un tableau blanc dans la salle, et puis ce sera à vous-même de dire, OK, bah, je vais prendre l'initiative moi-même d'aller écrire sur ce tableau blanc les idées des autres. Donc, vous pouvez choisir le rôle de donneur de parole ou parfois le rôle de timer. Ils vont vous dire 40 minutes pour faire l'itinéraire. Donc attention, vous pouvez choisir le rôle de dire ok, bah, toutes les 10 minutes, je vais rappeler à l'équipe que faut qu'on fasse vite, faut qu'on fasse vite, faut qu'on fasse vite. Commentaire, donc là, c'est pas vraiment une question, mais c'était plutôt une remarque. C'était par rapport au sujet des SCG vs école de commerce, IAE, etc. Par exemple, Quentin qui disait ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que le DCG c'est un diplôme d'État et qu'il est le même peu importe l'école. Ce que Quentin essaie de dire, c'est que peu importe le DCG que tu fais, tu as le même niveau de technicité. Du coup, il pense potentiellement que ça justifie le fait que tu as le même niveau d'employabilité vis-à-vis des cabinets d'audit. Sauf que dans la vraie vie, les cabinets d'audit, les grands cabinets d'audit ont des grilles d'écoles, y compris pour le DCG, où ils vont avoir des écoles de DCG qui vont les intéresser plus que les autres. En l'occurrence, les deux écoles de DCG que tu vas le plus retrouver en audit financier, ça va être l'ENOS et l'INES Expertise. Et d'ailleurs, ces écoles-là ont des partenariats directement avec les Big Four, par exemple, où vous avez un certain nombre d'étudiants qui sont automatiquement envoyés dans ces cabinets-là chaque année. Donc c'est pour ça que c'est important, si tu es intéressé par les grands cabinets, de faire attention au prestige de l'école que tu veux rejoindre. Prochaine question de Bikeuse. En toute honnêteté, tu penses qu'on peut intégrer des Big Four sans forcément avoir fait une école de commerce, mais une fac? Alors, ma réponse doit forcément se distinguer en fonction de la taille du bureau que tu veux rejoindre. Les Big Four en province sont pas aussi sélectifs que les Big Four à Paris. Et les Big Four en province, vraiment, il peut y avoir de tout. C'est difficile de répondre spécifiquement pour ça. Pour les Big Four à Paris, ce que je peux te dire, c'est que en termes de classement, donc le classement que je conseille systématiquement, c'est le classement de Monsieur École de Commerce qui résonne par groupe d'écoles exactement comme les Big Four résonnent. Pour les Big Four à Paris, il faut essayer de se limiter au groupe D, voire au groupe E maximum pour rester target. Ça veut dire que si tu es au groupe F, au groupe G ou au groupe H, c'est pas impossible que tu rejoignes un Big Four. Par exemple, des gens de l'INSEC, dans des Big Four à Paris, j'en ai vu beaucoup. J'ai vu aussi des gens de l'ESCE, des gens de l'USC Paris, même des gens de PSB. Ça veut juste dire que ce sera plus difficile d'y rentrer. Donc moi, par exemple, si j'étais diplômé de Brest et que je voulais absolument rejoindre un Big Four à Paris, ce que je ferais certainement, c'est que je commencerais par targeter un cabinet du top 10 à Paris ou en province, et puis petit à petit, je construirais mon CV pour rentrer en tant que junior 2 ou senior 1 dans un Big Four. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'ailleurs, c'est plus facile de rentrer dans un Big Four en tant que junior 2 ou en tant qu'expérimenté qu'en tant que junior 1, parce que des gens en sortie d'études qui veulent rejoindre les cabinets d'audit se bousculent. Par contre, souvent, vu que la rotation au sein des cabinets, c'est autour de 33%, ça veut dire que souvent les gens restent 1, 2, 3 ans puis démissionnent. Les postes les plus critiques au sein des Big Four, c'est vraiment les postes d'expérimentés. Vraiment, les cabinets n'ont pas de difficulté à recruter des juniors. Par contre, si vous avez 1, 2, 3 ans d'expérience en audit au sein d'un cabinet qui a une certaine réputation, là, c'est facile pour vous. En tout cas, c'est plus facile de candidater et puis de rejoindre le Big Four derrière. Donc ça, c'était pour le cas des écoles de commerce. Pour le cas des IAE, donc des facs, là, c'est pareil, ils ont des écoles qui vont les intéresser plus que d'autres. Le meilleur classement, c'est meilleurmaster.com. Et moi, je conseille
En premier, c'est la mère, c'est Dauphine, ensuite Sorbonne, ensuite IAE Paris-Est Créteil, ensuite Lyon, et vous avez aussi Aix-Marseille. Donc ça, c'est les écoles qui sont target. Et pour le TSCG, vous avez l'INES et l'ENOS. Alors, une remarque de Sabena qui dit, en gros, tu ne conseilles pas l'alternance. Alors, moi, l'alternance, je le conseille parce que, notamment pour les écoles de commerce qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est un coût qui est faramineux. Moi, je suis encore en train de rembourser un emprunt que j'ai contracté pour payer mon école, alors que je suis diplômé il y a 4-5 ans. Donc, si vous avez l'alternance, bien sûr que je le conseille. Le seul problème de l'alternance, c'est par exemple, si vous avez une ambition de rejoindre un métier qui est sélectif, audit, TS, M&A ou autre, en fait, l'intérêt des stages, c'est que stage après stage, il faut voir en fait chaque stage comme une nouvelle marche qui va vous permettre d'in fine, en tant que junior, de rejoindre le poste auquel vous prétendez. Donc en fait, quand tu fais deux stages différents, un en master 1 et un en master 2, tu vas pouvoir d'un stage à l'autre monter en gamme. Alors que quand tu fais une alternance, normalement, ton contrat, ça peut être de 1 an, mais souvent c'est de 2 ans. C'est ce qui intéresse la plupart des entreprises. Et dans ce cas-là, tu vas devoir rester avec la même boîte et tu pourras pas bénéficier de cet avantage d'escalier. Après, sache que c'est aussi possible de rompre le contrat d'alternance, mais ça se négocie et il faut être assez habile pour ne pas froisser quelconque partie. Alors, prochain commentaire, toujours qui était sur TikTok, de Chris Mas qui dit « J'aimerais être formé, je suis un passionné de la finance et je suis aussi en audit. » Sur Audit IQ, il y a 2 accompagnements que je propose qui prennent la forme de vidéos préenregistrées exactement comme vous le retrouverez sur YouTube. La première chose, c'est la Junior Academy, où en fait je vous forme sur les 6 cycles de débutants pour que vous puissiez réussir votre première saison. Deuxième chose que je propose, c'est le guide des candidatures. Là, on a une question de 92 qui dit « Salut, mais du coup, il fallait répondre quoi ?» Alors, là, c'est une question par rapport à une vidéo que j'avais faite sur un entretien de simulation où j'avais un élève qui avait eu un entretien avec Deloitte et qui savait pas comment distinguer Deloitte des concurrents. Alors, mon conseil, peu importe le bureau pour lequel vous candidatez, vous devez absolument contacter sur LinkedIn des juniors qui idéalement fait la même école que vous pour maximiser les chances de réponse. Vous les contactez et vous leur demandez de réaliser un appel. Vous leur demandez comment ça se passe au sein du cabinet et puis surtout comment en interne le cabinet est perçu par rapport aux concurrents. C'est hyper important de comprendre ça parce que c'est une question que vous allez avoir dans 100% des situations. Pour vous donner un peu un aperçu de ce qui se passe au niveau des grands cabinets, en tout cas des Big Four, Deloitte, c'est le plus grand cabinet en termes de chiffre d'affaires, en termes d'effectifs, mais ils sont très forts en conseil. C'est pas forcément eux qui font le plus de chiffre d'affaires en audit, puisqu'en audit, en France, les 2 meilleurs, c'est EY en premier et PwC en second. C'est eux qui font le plus de chiffre d'affaires en audit. Et enfin, KPMG, c'est un cabinet qui a une stratégie qui est un peu particulière en France, puisque par exemple, là où les autres cabinets ont une vingtaine de bureaux, pas plus en France, KPMG, eux, ils en ont plus de 200. Un maillage territorial qui est hyper fort, où ils essayent d'être au plus proche possible des entrepreneurs, pour lesquels ils vont proposer des missions notamment d'accompagnement, donc c'est-à-dire d'expertise comptable notamment. Et pour ça, ils veulent être au plus proche. C'est pour ça que KPMG, ça peut être un bon cabinet si vous souhaitez, par exemple, commencer en province pour ensuite monter petit à petit dans des bureaux plus importants. Et dernier avantage de KPMG, c'est aussi qu'ils sont très forts, c'est les plus forts en TS ou en M&A. Donc si vous candidatez pour KPMG, ça peut être intéressant de montrer, si vous avez des ambitions en tout cas d'aller faire ces métiers-là, que vous savez que c'est eux qui sont le plus forts dans ces domaines-là. LGR qui demande, donc par exemple, Neoma c'est vraiment bien. Alors là, je vais faire un peu de chauvinisme parce que je suis diplômé Neoma aussi. Et bon, pour moi, en fait, j'avais 2 écoles parmi les écoles que j'ai passées sur lesquelles j'hésitais vraiment parce que j'étais accepté aux 2. C'était Schema et Neoma. De base, je comptais aller à Schema, mais quand j'ai reçu les offres, je me suis dit, je vais quand même checker pour voir s'il y a une vraie différence entre les deux. Et j'ai vu que Schema était devant en termes de classement, mais quand j'ai fait mes recherches spécifiquement pour les écoles qui étaient plus présentes en audit financier dans les Big Four, j'ai vu que Neoma, c'était la première communauté
tout cabinet confondu, dans les grands cabinets en audit financier. Pour être passé par 3 grands cabinets en audit financier, je peux te dire que j'ai été impressionné par le réseau qu'on avait à Neoma. Nouvelle question de Vincent qui dit: salut, pourquoi faire de l'audit? Pourquoi c'est autant valorisé et vers quoi bifurquer après ça? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en finance, tout métier confondu, le langage universel, c'est la comptabilité. C'est l'alphabet de la finance. Et en audit, tu es là pour vérifier le travail des comptables. Donc, sur une saison d'audit, tu vas peut-être auditer 5, 6, 7, une petite dizaine d'entités. Et, d'ailleurs, dans les petits cabinets, c'est bien plus, hein, parce que souvent, dans les petits cabinets, vous avez une mission, ça peut durer maximum 1 ou 2 semaines, quoi. Donc, c'est bien plus. Mais en dessous, en tout cas, c'est pour dire que si c'est autant valorisé, c'est parce que ça te permet d'avoir une vision 360 sur toute la finance d'une entreprise. Parce que au-delà même de la compréhension des mécanismes comptables que tu vas développer, en audit, tu as une phase aussi qu'on appelle intérimaire, qui consiste à revoir les processus des entreprises. Du coup, tu as vraiment t'as un éventail qui est assez large pour bien évoluer justement vers les autres métiers en finance. Vers quoi on peut bifurquer après l'audit? Bah justement, c'est tous les métiers qu'on peut retrouver en entreprise, par exemple contrôle de gestion, audit interne, contrôle interne et autres. Tu peux rester aussi dans le monde des cabinets pour aller vers des métiers comme le TS ou aller en banque vers des métiers comme le M&A.